Nous sommes en 1995. Un manuscrit tapé à la machine atterrit sur le bureau d'un éditeur londonien. Son nom, vous le connaissez tous, Harry Potter. Un orphelin à lunettes, une école de sorciers. Trop long, dit le premier éditeur. Trop enfantin, répond le deuxième. Pas commercial, tranche le troisième. La maison Penguin? Non merci, je n'en veux pas. HarperCollins? Pas intéressé. Transworld? Au revoir. 12 maisons d'édition, 12 refus. J.K. Rowling collectionne les noms pendant plus d'1 an. Son agent commence à désespérer. Et puis, il y a cette petite entreprise britannique, Bloomsbury Publishing. Créée 9 ans plus tôt par 4 inconnus dans un bureau au-dessus d'un restaurant chinois, ils disent oui. Mais voilà le truc, Bloomsbury n'est pas qu'une histoire de coup de chance. Alors que le monde de l'édition tremble, qu'Amazon dévore les marges, que le numérique bouleverse tout, que les géants fusionnent, cette entreprise, elle, prospère dans l'ombre. Et son secret? Eh bien, un modèle économique à deux vitesses que personne ne regarde vraiment. D'un côté, les best-sellers grand public, qui font rêver. De l'autre, des publications académiques ultra rentables qui font discrètement tourner la machine. Et pendant que tout le monde parle de Netflix, Disney+, et des plateformes de streaming, Bloomsbury cartonne en silence. Plus 400% en bourse sur les 5 dernières années. Des marges qui feraient pâlir d'envie la plupart des entreprises tech, une croissance à 2 chiffres, année après année. Bonjour à tous, c'est Sébastien Valton, conseiller en investissement financier et directeur des opérations du logiciel Value Invest Screener, Divis pour les intimes. Et aujourd'hui, je suis très heureux pour retrouver pour une nouvelle analyse du jour, une nouvelle pépite dénichée avec notre logiciel. Et petit rappel quand même, ce n'est pas un conseil personnalisé en investissement. Ce n'est pas une analyse rémunérée ni à but commercial. Je ne touche pas de commission dessus. C'est un contenu donc à vocation pédagogique qui est seulement là pour émettre un avis sur un titre, pour étudier un cas, mais en aucun cas une analyse personnalisée au sens de l'AMF. Évidemment, investir comporte des risques et je vous encourage à faire vos propres recherches avant d'investir dans un titre. Maintenant que c'est dit, on va se demander pourquoi personne ne parle de Bloomsbury si elle est si rentable. Parce que, eh bien, on a tendance à sous-estimer les entreprises old school. Peut-être parce que l'édition, c'est pas aussi, si je puis dire, sexy que l'IA ou que les cryptos. Ou peut-être bien parce que les meilleurs investissements se cachent souvent là où personne ne regarde. Prenez de quoi noter, parce que dans cette vidéo, je vais vous révéler l'histoire fascinante derrière cette success story totalement méconnue. Une histoire de vision, d'audace et de paris impossibles qui ont payé. Je vais aussi vous donner plusieurs pistes concrètes pour étudier ce genre de business hybride en allant seulement à l'essentiel. Et ensemble, on va répondre aux questions cruciales. Eh bien, est-ce que Bloomsbury peut continuer à croître dans le monde numérique, puisque c'est quand même un danger pour l'édition actuelle? Comment cette entreprise arrive-t-elle à concilier art et rentabilité? Et surtout, est-ce que vous seriez prêt à parier sur l'avenir du livre, eh bien, dans votre portefeuille boursier? Parce qu'attention, derrière cette belle histoire se cachent aussi des risques. La dépendance au blockbuster, la pression d'Amazon, l'évolution des habitudes de lecture. Maintenant que c'est dit, commençons par le commencement, comme j'aime à dire. Et, eh bien, intéressons-nous à l'histoire derrière cette entreprise et je vous assure qu'elle est surprenante, mais passionnante. Nous sommes à Londres en 1995. Dans les couloirs feutrés des plus prestigieuses maisons d'édition britanniques, un manuscrit circule. Page après page, il raconte l'histoire d'un orphelin aux lunettes rondes, d'un monde magique caché derrière le quotidien le plus banal. Mais personne n'en veut. Trop long, disent les uns, trop excluant, murmurent les autres. Un pensionnat pour enfants, qui s'intéresse encore à ça? Pendant 12 mois interminables, ce manuscrit d'une autrice inconnue nommée J.K. Rowling accumule les refus. Penguin passe, comme je vous l'ai évoqué, HarperCollins, même les plus petites maisons ferment leurs portes. Et puis, il y a Bloomsbury, une maison d'édition qui, contre toute attente, contre toute logique commerciale, une logique commerciale apparente, va dire oui, là où l'industrie entière avait dit non. Mais qui était donc si fou, si je puis dire, à l'époque? Et surtout, comment sont-elles arrivées là? Parce que pour comprendre pourquoi Bloomsbury a vu la magie là où les autres ne voyaient que des obstacles, il faut remonter 10 ans plus tôt, à ce moment précis où 4 visionnaires ont décidé de défier l'industrie du livre tout entière. Cette histoire, c'est celle d'un pari impossible qui a révolutionné l'édition mondiale et tout a commencé par un berceau. Nous sommes en février 1984. Nigel Newton tient dans ses bras sa première fille, Catherine.
Il devait être épuisé, submergé par l'émotion et les responsabilités de la paternité. Mais dans ce moment de pure tendresse, quelque chose d'inattendu se produit. Une idée germe, puissante, obsédante. Newton n'est pas n'importe qui dans l'édition londonienne. Chez Sidgwick et Jackson Publishers, il a appris les ficelles du métier, observé les rouages, analysé les failles d'un système de plus en plus dominé par les conglomérats multinationaux. Et là, dans cette chambre d'hôpital, tenant sa fille, il visualise autre chose. Une maison d'édition indépendante, de taille moyenne, où l'excellence éditoriale ne serait pas sacrifiée sur l'autel de la rentabilité immédiate. Son rêve, eh bien, publier des auteurs littéraires de la plus haute qualité, mais avec un vrai potentiel commercial. Un équilibre que l'industrie semblait avoir totalement perdu de vue à l'époque. Mais Newton a une vision encore plus audacieuse. Il imagine le Bloomsbury Authors Trust, 5% de l'entreprise détenue autant, 5%, c'est-à-dire 5% de l'entreprise détenue au nom des futurs auteurs de la maison. Une idée révolutionnaire dans un secteur où les éditeurs et les auteurs sont traditionnellement en opposition d'intérêts. Il veut créer une vraie famille littéraire. Puis un an passe. Mars 1985, la foire du livre de Londres. C'est là que le destin place David Reynolds sur la route de Newton. Reynolds, éditeur chez Shercock Reynolds, partage la même frustration, la même soif de changement. Entre deux stands, deux cafés avalés à la hâte, une complicité naît tout de suite entre les deux. Ils commencent alors à se voir régulièrement, avant leur journée de travail respective, esquissant eh bien, les contours de ce qui n'est encore qu'un rêve. Mais les rêves, ça se concrétise et parfois, ça révolutionne une industrie tout entière. Nous sommes maintenant en mai 1986. Le plan d'affaires de Bloomsbury est bouclé. Avec les conseils avisés de Mac Mayer, un capital risqueur qui deviendra plus tard d'ailleurs administrateur de l'entreprise, Newton et Reynolds ont créé bien plus qu'un simple document pour lever des fonds. Ils ont rédigé le manuel d'exploitation de leur future révolution éditoriale. Mais ils savent qu'à deux, ils ne pourront pas défier l'establishment. Il leur faut des alliés de poids et pas n'importe lesquels. Enter Liz Calder. Directrice éditoriale chez Jonathan Cape, Calder est une légende vivante de l'édition britannique. Son œil pour dénicher les talents, sa capacité à transformer des manuscrits bruts en véritables chefs-d'œuvre, elle a ce don rare de voir le potentiel là où d'autres ne voient que du risque. Quand Newton lui propose de rejoindre l'aventure, elle n'hésite pas très longtemps. Elle prendra les rênes de la fiction et d'une partie de la non-fiction. Le quartet se complète avec Alan Wherry, en provenance de Penguin. Marketing, vente, publicité, Wherry apporte cette expertise commerciale indispensable pour transformer la vision artistique en succès tangible. 4 personnalités, 4 expertises complémentaires, une ambition commune, réinventer l'édition. Mais ils ont aussi une obsession commune pour les détails. Le nom Bloomsbury n'est pas choisi au hasard. Newton l'adore parce que justement son ancienne entreprise était située sur Bloomsbury Way, mais surtout parce que ce quartier de Londres incarne l'héritage littéraire britannique. À une époque où les géants multinationaux désertent le centre de Londres, Bloomsbury affirme son ancrage dans la tradition tout en promettant la modernité. Même le logo fait l'objet d'une attention maniaque. C'est Liz Calder qui suggère Diane, déesse de la chasse, symbole de la quête littéraire. Newell et Sorel, les designers, créent alors un colophon distinctif et une typographie spécialement conçue. Chaque détail compte, il ne crée pas une entreprise, il forge une identité. Nous sommes maintenant en été 1986. La levée de fonds pour Bloomsbury touche à sa fin. ECI propose à peu près 500 000 livres sur les 1,75 millions recherchés. Caledonia Investment, Legal and General Ventures rejoignent également l'aventure. L'argent est là, l'équipe est formée, la vision est claire. Il est temps de sauter dans le vide. On est donc en août 1986, un matin comme les autres, sauf que rien ne sera plus jamais comme avant. Newton, Reynolds, Calder et Wherry se donnent rendez-vous. Ils ont pris une décision forte. Ils vont démissionner de leur emploi respectif, tous le même jour. Imaginez la scène. 4 des meilleurs éditeurs de Londres qui quittent simultanément des postes prestigieux pour un pari incertain et que certains voient comme totalement fou. L'industrie est sous le choc, même si ce n'est que le début de leur audace. Parce que Newton, des mois plus tôt, a réservé un stand à la foire du livre de Francfort, au nom justement de Bloomsbury, une entreprise qui n'existait pas encore officiellement. Fin septembre, les briefings secrets commencent. The Bookseller, Publishing News, The Times, The Guardian. Le même jour, 4 articles paraissent simultanément, annonçant la naissance de Bloomsbury. L'effet est saisissant. Ce même jour, Baring Brothers
Hendrik Enquist, le quatrième et dernier investisseur, signe impressionné de voir que l'entreprise, justement, qu'il devait aider à lancer, était déjà totalement debout. On est donc en octobre 1986 à la foire du livre de Francfort. 5 jours après l'annonce à la presse, nos 4 héros se tiennent sur leur magnifique stand. Problème, ils n'ont pas un seul livre à présenter. Pas un, zéro. Vous imaginez l'audace? Les professionnels du monde entier viennent visiter, fascinés par cet éditeur, et Bloomsbury n'a absolument rien à proposer. C'est un éditeur totalement fantôme de 5 jours et qui n'a que des quarts de bouteilles de Bollinger à offrir. Certains sont sceptiques, d'autres amusés, beaucoup sont intrigués. Mais Calder et Reynolds ne perdent pas leur temps. Là, justement sur ce stand sans livre, Liz Calder signe le tout premier titre de Bloomsbury, Trust de Mary Flanagan. David Reynolds, lui, sécurise les premiers ouvrages de non-fiction, un bluff magistral qui se transforme en coup de génie. On est donc maintenant à Putney, à Londres, au-dessus d'un restaurant chinois. C'est dans ce lieu improbable que l'aventure Bloomsbury prend vraiment corps. Newton, Reynolds, Calder et Nwery installent leur premier bureau et commencent à recruter. Cathy Rooney, pour la liste de référence, Nigel Batts comme directeur financier, Caroline Mitchell à la publicité, Lucy Jukes aux ventes. Chaque recrutement révèle leur philosophie. Ils ne cherchent pas des exécutants, mais des passionnés. Des gens capables de voir au-delà du manuscrit, de déceler le potentiel dans l'improbable. Le 2 avril 1987, c'est le jour J. 6 mois seulement après Francfort, Bloomsbury publie ses premiers livres, Trust, et sort en même temps que The Land That Lost Its Heroes de Jimmy Burns, un livre sur l'Argentine et la guerre des Malouines. La soirée de lancement au restaurant Brasganza à Soho est grandiose. Et le miracle se produit. Trust entre directement à la 5e place des best-sellers du Sunday Times. Mais ce qui rend Bloomsbury vraiment unique, c'est son obsession du détail. Chaque livre est un objet d'art. L'idée de Reynolds d'inclure un ruban de lecture dans chaque roman, les larges rabats de jaquettes, la qualité exceptionnelle du papier et de la typographie, Bloomsbury établit de nouveaux standards. Newton va même jusqu'à choisir le préfixe ISBN 747 parce que 747 000 livres était l'objectif de profit sur leur plan d'affaires sur 5 ans. Cette attention maniaque à la qualité va créer leur signature. Rapidement, Liz Calder attire des auteurs qui marqueront l'histoire littéraire. Janet Winterstone, Margaret Atwood, John Irving, Joanna Trollope, Brian Moore, Michael Odach, des auteurs qui remporteront les prix les plus prestigieux, Booker Prize, Pulitzer, Nobel. En décembre 1987, un an seulement après le bluff de Francfort, si je puis dire, Bloomsbury affiche un chiffre d'affaires de 2 231 198 livres. Et elle emploie maintenant 236 personnes. Ils ont prouvé qu'on pouvait réussir différemment, mais leur plus grand test les attend. Car 8 ans plus tard, quand ce manuscrit refusé partout atterrira sur leur bureau, ils devront prouver qu'ils savent reconnaître la magie, même quand personne d'autre n'y croit. Retour donc en 1995, le manuscrit de J.K. Rowling continue sa tournée des refus. Mais alors pourquoi Bloomsbury a-t-elle dit oui là où toutes les autres maisons d'édition avaient dit non? La réponse se trouve dans l'ADN même de l'entreprise, forgé dès 1984. Là où les autres voyaient des obstacles, Bloomsbury voyait des opportunités. Trop long? Chez Bloomsbury, on sait que les lecteurs affamés de belles histoires ne comptent pas les pages. Trop excluant, avec son cadre de pensionnat, l'équipe de Calder comprend que l'universalité vient des émotions, pas du décor. Mais surtout, ils avaient cette capacité rare de voir au-delà du manuscrit. Quand ils découvrent l'histoire d'Harry Potter, ils ne voient pas seulement un livre, ils perçoivent un univers déjà extraordinairement riche. Hermione et Ron sont déjà là. Le Quidditch est déjà inventé, la complexité de l'intrigue est déjà pensée. Rowling n'a pas écrit un livre, elle a créé un monde tout entier. Et Bloomsbury avait l'œil pour reconnaître les mondes. Cette intuition, forgée par des années à publier des auteurs visionnaires, leur permet de prendre le pari que personne ne voulait prendre. En 1997, Harry Potter et la pierre philosophale sort au Royaume-Uni. Un an plus tard, il traverse l'Atlantique sous le titre de Harry Potter à l'école des sorciers. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Mais alors aujourd'hui, où en est-elle? Si on reprend les derniers chiffres de 2024, de 26 employés à un géant mondial, le manuscrit refusé par tous est devenu l'une des sagas les plus lucratives de l'histoire de l'édition. Mais Bloomsbury n'est pas devenue une success story grâce à la seule magie d'Harry Potter. Elle a su transformer cette intuition fondatrice en machine à détecter les talents. Sarah J. Maas et ses romans fantastiques, de nouveaux auteurs littéraires, la maison continue de dénicher des pépites là où d'autres ne voient que du risque.
Aujourd'hui, Bloomsbury opère principalement à travers deux grandes divisions. Le segment grand public, donc consumer, et la division non public, non grand public, si je puis dire, non consumer. La première division couvre des ouvrages de fiction et de non-fiction destinés à un large public. Ça inclut des romans pour adultes, des biographies, des essais, ainsi que des ouvrages de lifestyle comme la cuisine, le bien-être et le développement personnel. Bloomsbury publie également une large gamme de livres pour enfants dans cette gamme-là, allant des albums illustrés aux romans pour adolescents et jeunes adultes, sans oublier les titres préscolaires. Parmi ces titres phares, on retrouve notamment évidemment Harry Potter et les romans fantastiques de Sarah J. Maas. La deuxième segment se concentre sur des contenus académiques, éducatifs et professionnels. Elle publie donc des livres et ressources destinés aux étudiants, enseignants et chercheurs, notamment dans les domaines des arts, des sciences humaines et des sciences sociales. Bloomsbury propose également des ressources numériques innovantes, comme Bloomsbury Digital Resources, PDR, telles que des bases de données en ligne destinées aux bibliothèques universitaires et professionnelles. Cette division inclut aussi des publications très spécialisées sur des sujets variés comme l'histoire militaire, la navigation, la science, la nature, le sport et évidemment le bien-être. Les livres de Bloomsbury sont disponibles dans une multitude de formats, imprimés, donc brochés ou reliés, numériques comme les e-books, audio et les ressources interactives en ligne. La société met donc un point d'honneur à rendre tous ces contenus accessibles à tous, peu importe le format ou le canal de distribution choisi. Quelle est donc sa stratégie de croissance, vous allez me demander? La croissance, elle repose sur une stratégie plutôt claire et diversifiée, ce qui est très bon, surtout pour un investissement long terme et quand on veut investir dans une entreprise comme ça. Elle a volontairement créé un modèle équilibré entre ces divisions grand public et non grand public pour être moins vulnérable aux fluctuations d'un marché spécifique. Elle poursuit d'ailleurs activement des acquisitions stratégiques, avec déjà 33 acquisitions depuis sa création, c'est quand même pas rien, afin de renforcer son offre numérique, consolider ses domaines éditoriaux existants et se diversifier dans de nouveaux secteurs et marchés. Bloomsbury accorde une attention particulière au numérique et à l'audio, des secteurs en pleine croissance, et continue donc d'investir dans de nouvelles plateformes et produits digitaux. Sa stratégie de croissance repose également sur un solide investissement humain en cultivant un environnement de travail attractif, inclusif et diversifié, visant donc à être l'un des meilleurs employeurs du secteur de l'édition. Enfin, cette dimension internationale est centrale pour Bloomsbury. Avec du bureau aux États-Unis, en Australie, en Inde et une co-entreprise en Chine, l'entreprise tire une grande partie de ses revenus des marchés internationaux. L'Amérique du Nord est devenue son marché principal et représente plus de la moitié des revenus totaux, avec une croissance exceptionnelle ces dernières années. Au final, donc, ce qu'on retient de cette histoire, c'est que certains seront refusés, d'autres acceptés, mais quelque part, dans cette pile de textes se cache peut-être le prochain Harry Potter. Et grâce à 4 visionnaires qui ont eu l'audace de défier les conventions en 1986, il y a au moins une maison d'édition au monde qui saura le reconnaître. Car l'histoire de Bloomsbury, c'est finalement l'histoire de tous ceux qui ont le courage de dire oui quand les autres disent non, l'histoire de ceux qui croient en la magie des mots, même quand personne ne veut les entendre. Dans ce berceau de février 1984 à l'empire d'aujourd'hui, Bloomsbury nous rappelle une vérité essentielle: les plus grandes révolutions commencent toujours par une intuition. Et parfois, cette intuition vaut tous les plans d'affaires au monde. Mais maintenant que vous connaissez l'histoire, il est temps de regarder les chiffres. Car derrière cette belle histoire se cache une entreprise cotée en bourse avec ses forces, ses faiblesses, ses opportunités et surtout ses risques. Et c'est exactement ce que nous allons analyser ensemble. Donc maintenant qu'on a compris comment Bloomsbury a construit son empire, il est temps de plonger dans les chiffres. Et croyez-moi, les performances de cette entreprise vont surprendre, surtout pour une entreprise d'édition. Déjà, quand on regarde la croissance, vous commencez à prendre l'habitude, surtout sur cette chaîne, on regarde la croissance du chiffre d'affaires. Bloomsbury affiche une croissance, on le voit, impressionnante sur tous les plans. Là, le chiffre d'affaires, il est de 17,3% par an, le résultat net de plus 19,5%, et surtout, le plus impressionnant est le flux de trésorerie disponible qui bondit de plus 24,5% par an. C'est un indicateur, pour rappel, clé, souvent négligé, mais essentiel pour juger de la solidité justement d'une entreprise. Ce dernier représente l'argent réellement disponible pour investir, rembourser de la dette ou bien tout simplement verser des dividendes. C'est en quelque sorte ce qui vous reste dans votre poche une fois toutes les charges payées, les investissements effectués. Comme un particulier qui, si vous voulez, après avoir payé son loyer, ses impôts et ses courses, sait enfin combien il peut épargner ou dépenser librement. Mais comment s'explique cette croissance, Sébastien? Peut-être allez-vous me demander. C'est par une stratégie claire et bien exécutée. Déjà, on le sait, on l'a vu, Bloomsbury a su diversifier ses sources de revenus entre l'édition grand public et les contenus plus spécialisés, en particulier dans l'enseignement supérieur et les ressources numériques. Cette approche lui offre à la fois stabilité et potentiel de croissance.
Elle a aussi parfaitement capitalisé sur des auteurs phares, à commencer par Sarah Jimas, comme j'ai évoqué juste avant, dont les ventes ont littéralement explosé cette année, tirant l'ensemble justement du segment grand public vers le haut. Donc c'est plusieurs grands succès quand même sur cela. À cela, bon, vous ajoutez la valeur durable de la franchise Harry Potter, qui continue justement de vendre massivement plus de 20 ans après sa sortie, ainsi que d'autres signatures solides comme Anne Patchett ou encore Samantha Shannon pour ne citer que. L'éditeur britannique a également réussi son virage vers le numérique, ça c'est quand même assez important et primordial dans ce secteur. Les ventes d'e-books et de livres audio enregistrent des hausses à deux chiffres quand on regarde les rapports annuels, tout comme les plateformes éducatives, en particulier aux États-Unis, où Bloomsbury se positionne désormais comme un acteur majeur. L'expansion internationale, enfin, a joué un rôle central puisque 70% du chiffre d'affaires est désormais réalisé à l'étranger, avec une forte percée sur le marché américain. Bon, on l'a vu, c'est très positif, mais vous le savez, la croissance sans profitabilité, c'est un peu comme une voiture de course sans frein. Ça impressionne, mais ça finit mal. Alors, on va regarder ensemble, de plus près, est-ce que Bloomsbury sait réellement transformer cette croissance en profit durable? On va regarder ça dans cet onglet profitabilité. J'en profite également pour vous dire qu'on a dégoté cette entreprise et ce qu'on analyse aussi facilement cette entreprise grâce à notre logiciel VIS, donc Value Investing Screener, qui est donc un logiciel vous permettant de nicher des milliers d'opportunités d'investissement en quelques secondes, mais également d'analyser de manière très rapide et très qualitative n'importe quelle entreprise cotée. Ce screener vous permet également de trier les opportunités les plus exceptionnelles des entreprises les moins performantes et à tout un nombre d'indicateurs que je vous invite à aller tester. J'ai mis pour cela un lien dans la description et un code promotionnel si vous souhaitez l'utiliser. Il s'appelle Sébastien, donc libre à vous d'aller l'utiliser. Maintenant que c'est dit, au niveau de la profitabilité, qu'est-ce qu'on remarque? Déjà que Bloomsbury présente des marges solides et en amélioration progressive, légère petite baisse, mais plutôt stagnation de 2024 à 2025, au fil des dernières années. Et d'ailleurs, ce qui est signe d'une montée en gamme de son modèle économique et d'une bonne maîtrise des coûts. La marge brute, pour rappel, qui mesure la différence entre le chiffre d'affaires et le coût des biens vendus, s'établit en moyenne à 53,5% sur les 5 dernières années et atteint, si on le regarde tous ensemble maintenant, à peu près 56,5% sur les derniers exercices. Ce niveau, il est supérieur à la médiane du secteur très légèrement, puisque pour avoir fait des recherches, qui est elle de 52,3%, ce qui indique donc que Bloomsbury parvient à extraire plus de valeur brute de ses ventes que la majorité de ses concurrents. Cela peut s'expliquer par plusieurs raisons, et notamment par le poids croissant de la division grand public, en particulier les ventes à forte marge des œuvres de Sarah Jimas, pour ne citer qu'elle, et par une diversification vers des formats numériques et audio qui présentent une meilleure rentabilité unitaire. La marge d'exploitation, quant à elle, qui tient compte cette fois de l'ensemble des coûts opérationnels, que ce soit marketing, frais administratifs, recherche et développement, affiche une moyenne, on le voit, de 10,4% sur 5 ans. Cette performance, elle est tout à fait respectable dans l'édition, un secteur où les marges opérationnelles sont souvent comprimées par les coûts fixes élevés et la dépendance à quelques best-sellers seulement. La trajectoire récente montre d'ailleurs une amélioration légèrement progressive, reflet d'une gestion plus efficiente, d'une meilleure allocation des ressources et d'un levier d'exploitation activé grâce à la croissance du chiffre d'affaires. Des marges solides, on le sait, c'est bien, mais ce qui compte vraiment pour un investisseur, c'est de savoir si l'entreprise génère un retour intéressant sur l'argent qu'on lui confie. Et là, Bloomsbury nous réserverait quelques petites surprises, je ne vous spoil pas plus. On va regarder ça tous ensemble, justement, dans cette petite partie ici. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On va regarder ça ensemble sur les dernières années. Donc, ce qu'on remarque, c'est que Bloomsbury affiche des indicateurs de rentabilité très solides, à la fois sur le dernier exercice, donc parce qu'on le voit quand même s'il y a une baisse, on le voit, c'est quand même des chiffres très positifs, surtout pour une entreprise d'édition, et sur la moyenne des 5 dernières années. On le voit ensemble, on le voit ici sur ce graphique et évidemment sur les chiffres qui apparaissent. On a par exemple le ROA, donc le Return on Asset, qui est de 6,6% cette année, contre après 6,6% sur 5 ans, donc ça reste dans la moyenne. Donc ça confirme une bonne efficacité globale dans l'utilisation de l'ensemble des actifs. Et ce ratio, il est souvent complémentaire du ROE ou Return on Equity. Ce ratio donc montre justement que Bloomsbury ne surutilise pas en fait l'endettement pour générer des profits, mais s'appuie sur une structure financière saine. Le return on equity, quant à lui, qu'on vient d'évoquer, il est à 12,2% cette année, avec une moyenne de 11,3% sur 5 ans. Donc ce chiffre, ça montre une belle capacité marquée à transformer les fonds propres en bénéfices et au bénéfice direct des actionnaires. Il ne faut pas vraiment se tenir compte des 12 dernières années, donc ce qu'on appelle TTM, vous le voyez ici, puisque l'exercice n'est pas encore totalement fini et qu'il faut voir en fait ça année après année. Un tel niveau de RE, il montre bien que l'entreprise ne se contente pas de croître en chiffre d'affaires,
mais qu'elle sait aussi convertir cette croissance en création de valeur. On a enfin un ratio que j'aime bien aussi, qui est le SGR, le Sustainable Growth Rate, et que vous avez trouvé juste ici, qui est à 6,3% cette année et à 10,7% en moyenne sur les 5 dernières années. Donc il indique que l'entreprise peut maintenir une croissance annuelle en fait autour de ces niveaux sans faire appel justement à de nouveaux financements externes. C'est en fait un peu un indicateur d'autonomie si vous voulez. Et cette autonomie dans le financement de la croissance est le signe d'une gestion prudente et disciplinée qui évite de surcharger le bilan tout en consolidant la progression à long terme. Donc tout ça, évidemment, c'est magnifique sur le papier, mais il y a un piège dans lequel tombent beaucoup d'entreprises en croissance, s'endetter pour grandir plus vite. Est-ce que Bloomsbury a su éviter ce piège? C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Donc on se retrouve maintenant dans la partie d'analyse du bilan, qui est très clean. Donc dans son ensemble, la structure financière, on le voit, est saine et globalement bien maîtrisée, je vous l'expliquais, même si certains indicateurs méritent une attention particulière. On commence avec le DTI, donc qui est à 1,24, ce qui signifie que l'entreprise pourrait rembourser l'intégralité de sa dette en à peu près une année avec ses résultats actuels. C'est un excellent niveau, largement inférieur au seuil de 4, que l'on considère comme bien prudent dans notre cadre de sélection. Ça indique donc que Bloomsbury n'est pas dépendante de l'endettement pour financer son activité et qu'elle dispose d'une marge importante pour justement faire face à d'éventuels imprévus. Le ratio également intérêt sur résultat d'exploitation, il est seulement de 6,31% et il montre qu'une faible part, si je puis dire, du résultat opérationnel est utilisé pour couvrir les frais financiers. Ce niveau, bien en dessous d'ailleurs de notre seuil de vigilance à 10%, suggère donc une bonne maîtrise du coût de la dette, mais dans un contexte, on le sait actuellement, de taux très élevés. On a ensuite, quand on va regarder un peu les ratios de liquidité, on a le quick ratio qui est à 1,27. On le sait, s'il est supérieur à 1, ça signifie que les actifs liquides couvrent les passifs à court terme. Il reste là, dans ce cas-là, un peu en dessous de notre niveau de confort de 1,5 que l'on préfère généralement, mais ça ne traduit pas pour autant une faiblesse, mais simplement une moindre marge de sécurité en cas de tension de trésorerie à très court terme. Au-delà de ces ratios, quand on fait un peu de recherche, plusieurs éléments concrets confirment cette solidité du bilan parce que Bloomsbury déjà dispose d'une facilité de crédit renouvelable non utilisée de 20 millions de livres sterling auprès de Lloyds Bank, donc une des banques les plus prestigieuses, ce qui lui offre justement une réserve de liquidité immédiatement mobilisable. Et dans le cadre de l'acquisition de Roman & Littlefield, l'entreprise avait contracté une dette de 35 millions de livres, dont à peu près 7,5 millions ont déjà été remboursés par anticipation, preuve donc d'une forte génération de cash, comme on l'a vu d'ailleurs dans les flux de trésorerie disponibles. Bloomsbury a également sécurisé un nouveau prêt non garanti de 37,5 millions de dollars sur 3 ans, toujours auprès de Lloyds Bank, avec qui elle entretient de bon terme, et qui confirme sa capacité à se financer facilement et dans de très bonnes conditions. Ce sont évidemment des choses très positives quand on veut investir dans une entreprise à long terme. Mais je vous encourage encore une fois à faire vos propres recherches. Maintenant qu'on a étudié la solidité financière, et on va essayer d'évaluer du moins, par quelques pistes évidemment, il faut toujours creuser, la qualité du management, puisque c'est une étape clé, surtout dans une entreprise où la manière d'allouer le capital conditionne en grande partie la création de valeur. La capacité à penser sur le long terme, à rester discipliné dans les investissements et surtout à agir dans l'intérêt des actionnaires peut, avec le temps, transformer profondément la trajectoire d'un groupe tout entier. Et ça s'est déjà vu dans l'histoire. Est-ce que le management, déjà, première question, crée de la valeur? On l'a vu précédemment, le ROIC, donc Return on Invested Capital de Bloomsbury, atteint, très beau chiffre, de 13,9% sur 5 ans. C'est des niveaux nettement supérieurs à son coût moyen pondéré du capital quand on fait des recherches, qu'on appelle aussi WACC, donc WACC, qui lui est estimé à 11%. Autrement dit, pour chaque livre investi dans l'activité, donc qu'elle provienne de l'endettement ou des capitaux propres, Bloomsbury génère un rendement bien supérieur au coût du capital. C'est le signe qu'elle crée de la valeur année après année. Le WACC, pour rappel, il représente le rendement minimum exigé par les créanciers et les actionnaires pour financer l'entreprise. Le ROIC, lui, montre l'efficacité avec laquelle le management utilise les capitaux investis pour générer du résultat opérationnel après impôt. On dit généralement que lorsque le ROIC dépasse le WACC, ça signifie que l'entreprise ne se contente pas que de faire croître son chiffre d'affaires ou ses bénéfices, c'est-à-dire qu'elle investit intelligemment. Cette capacité à allouer le capital de façon rentable reflète un pilotage stratégique rigoureux. Elle témoigne aussi d'une vision long terme bien ancrée, ce qu'on aime nous de notre côté, et d'un alignement avec les intérêts des actionnaires. On se retrouve de nouveau sur Vice, puisque, autre point clé, c'est que depuis 1995, on le voit, l'entreprise a versé des dividendes sans interruption pendant 30 années consécutives. Une régularité qui est rare et qui témoigne à la fois d'une discipline financière rigoureuse et d'un engagement fort envers ses actionnaires. Au-delà de cette constance, Bloomsbury affiche une croissance moyenne annuelle du dividende, on le voit, de 13,84% sur 5 ans, tout en conservant un payout ratio plutôt modéré de 48%.
Ça signifie bien que moins d'un tiers, enfin à peu près un tiers, on va dire, moins de la moitié de ses bénéfices est redistribué, laissant quand même une large part pour financer la croissance future ou renforcer la solidité du bilan. Ce niveau d'équilibre illustre une approche prudente et durable de l'allocation du capital, loin d'une logique de distribution excessive. Donc, excellent management, finances solides, croissance impressionnante, Bloomsbury coche toutes les cases. Mais il reste une question cruciale, à quel prix peut-on acheter tout ça? Parce que la meilleure entreprise du monde peut être un mauvais investissement si on la paye trop cher. Alors plongeons ensemble dans les chiffres de la valorisation. Là maintenant, la grande question, est-ce que Bloomsbury est sous-évalué? Et les chiffres, pour l'instant, sont sans appel quand on regarde ça. Bloomsbury trade à des niveaux justement de valorisation qui défient des logiques de marché quand même. Puisque son PER, le PER actuel, il est de 15,62 au moment où je tourne la vidéo, pour une moyenne de secteur de 18,89. Autrement dit, là où les investisseurs acceptent de payer, on va dire, 18 fois, 19 fois les bénéfices pour une maison d'édition classique, ils ne payent que 15 pour Bloomsbury. C'est comme acheter un appartement dans le 16e au prix du 19e arrondissement. Je grossis des traits, amis parisiens, vous ne m'en voudrez pas. Le ratio également court sur flux de trésorerie révèle un écart encore plus, si je puis dire, spectaculaire, c'est-à-dire le PCF. Pourquoi? Parce que 9,59 compte 15,46 pour le secteur. Et rappelez-vous, Bloomsbury génère 24,5% en moyenne de croissance annuelle sur ses flux de trésorerie. Donc le marché valorise pourtant cette machine à cash à moins du quart de ses concurrents. C'est soit une erreur de pricing monumentale, soit le marché, c'est quelque chose que nous ignorons totalement. Je me suis également penché sur le DCF, puisque l'analyse DCF confirme justement cette anomalie, puisque le juste prix estimé est à peu près 9,80 livres contre un cours actuel de 5,11 livres. Donc c'est une sous-évaluation d'à peu près 48%, presque la moitié du titre. Dans un marché où tout est cher, où les multiples explosent, Bloomsbury reste dans l'angle mort des investisseurs. La question n'est plus de savoir si elle est sous-évaluée, mais pourquoi elle l'est autant. Mais attention, c'est évidemment en fonction de vos estimations de croissance d'entreprise, et je vous invite encore une fois vers vos propres recherches pour estimer la valeur réelle du cours. En conclusion, que peut-on dire? Donc Bloomsbury, opportunité en or ou piège à valeur? Donc récapitulons ce qu'on a découvert ensemble. Une entreprise qui croît à plus de 17% par an depuis 5 ans dans un secteur réputé en déclin. Des marges qui s'améliorent, une rentabilité à 18% et une dette maîtrisée. Un management visionnaire qui a su transformer un coup de poker en empire littéraire littéralement. Et surtout, une valorisation qui semble totalement déconnectée de ses fondamentaux. Les points forts sont donc indéniables, un portefeuille d'auteurs de classe mondiale avec Harry Potter en tête d'affiche, une diversification réussie entre grand public et académique, une transformation numérique qui porte ses fruits, des équipes dirigeantes qui voient là où les autres sont aveugles. Mais les risques existent, il y en a. La dépendance à quelques blockbusters reste forte, Amazon et les géants du numérique continuent leur progression, le marché de l'édition traditionnelle se contracte structurellement. Ma conviction personnelle sur tout ça, Bloomsbury incarne parfaitement ce qu'on appelle une pépite cachée, une entreprise exceptionnelle que le marché boude par méconnaissance ou par préjugés sectoriels. La magie opère parfois là où on ne l'attend pas, et en bourse, les meilleures affaires se cachent souvent dans l'ombre des secteurs démodés. À vous de voir justement si vous êtes prêt à parier sur cette vision, ou plutôt, si vous connaissez un peu mieux d'ailleurs ce secteur que moi, et faire des recherches évidemment sur l'évolution de ce secteur et quelques histoires autour de l'entreprise. N'oubliez pas d'ailleurs de faire vos propres recherches dans les rapports annuels, c'est une étape quand même primordiale, même si des logiciels comme BIS permettent de faire un gros tri dès le début et de gagner énormément de temps et d'heures d'analyse pour dénicher surtout et analyser des pépites cachées. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner si cette analyse vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous pensez justement que Bloomsbury vous tente, si elle est intéressante ou vous iriez plutôt sur un autre titre du même secteur, pourquoi pas, ou est-ce qu'il y a certains risques qui vous freinent plutôt. C'était Sébastien sur la chaîne Value Investing Screener et je vous dis à très bientôt pour continuer à parler long terme.